Alors, vous connaissez l'adage boursier, les marchés ont tous les jours raison, mais ils n'ont pas toujours raison. Bonjour Véronique. Bonjour. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet Ref Research. On voulait revenir sur ces paramètres mal intégrés, encore une fois mal pricés aujourd'hui par le marché selon vous. On a retenu trois. Et déjà le premier, c'est la tech. La tech américaine qui évidemment sort largement renforcée de cette crise sanitaire. Et l'impact, selon vous, que pourrait avoir une nouvelle escalade des tensions entre Donald Trump et la Chine. Encore une fois, la tech a été une des locomotives, on va dire, du rebond boursier, même si on voit un début de rotation sectorielle depuis quelques jours. Mais selon vous, la tech pourrait être affectée plus que ce que les marchés n'anticipent en cas, encore une fois, de durcissement du bras de fer américano-chinois. Disons qu'effectivement, on a vraiment le sentiment qu'il y a toute une série de risques qui sont en trame de fond quand même, et qui pourraient se manifester sur le secteur des nouvelles technologies, qui sont complètement mis de côté par les investisseurs et les marchés. Alors, on voit bien les effets très positifs ou les perspectives très positives, vous les avez mentionnées. D'abord, la crise sanitaire qui, in fine, profite plutôt au secteur. C'est d'ailleurs le secteur dans lequel on constate le plus fort rattrapage. Partout, les indices de production industrielle sont finalement stimulés essentiellement par tout le secteur de nouvelles technologies, ordinateurs, etc., téléphonie. Et c'est un secteur qui est perçu comme étant relativement protégé par les effets du protectionnisme, parce que forcément c'est un secteur global et peu impacté. Il me semble que c'est là qu'on a de plus en plus d'interrogations. D'abord parce qu'il faut bien reconnaître qu'on est face à un phénomène assez généralisé de montée du populisme à l'échelle mondiale, et que quelque part, populisme fait normalement pas bon ménage avec la liberté qu'offrent les nouvelles technologies. Donc ça, c'est plutôt un point un petit peu structurel qui amène à s'interroger. Plus fondamentalement et peut-être à plus court terme, effectivement, le regain de tensions commerciales Oui, mais attendez, je vous coupe Véronique, mais jusqu'à présent, la tech n'a pas été affectée, jusqu'à présent, en tout cas boursièrement, encore une fois, par ces joutes verbales et ces montées des tensions entre Trump et Pékin. Pourquoi ça le serait aujourd'hui alors que jusqu'à présent, ou demain alors que jusqu'à présent, la tech américaine est relativement passée entre les gouttes, quoi, hein. Et tout à fait, elle est complètement passée entre les gouttes parce qu'effectivement, pour l'instant, cette guerre commerciale a surtout concerné des biens manufacturés, des produits agricoles, un petit peu de produits, des matières premières également, et pas du tout débordé. Alors, il y a bien les problématiques Huawei, mais a pas du tout débordé, effectivement, sur le secteur de nouvelles technologies qui a une nature globale, sans frontières, et qui le protège. Et c'est ce débordement ce débordement, selon vous, qui est mal anticipé par les marchés si d'aventure ça devait survenir? Logiquement, effectivement, cette guerre commerciale qui n'a pas l'air de s'apaiser, bien au contraire, ne va pas s'arrêter aux échanges de biens manufacturés. Il est évident que les services commencent également à être impactés par ce type de tension et qu'in fine, la technologie sera probablement le point de mire ou une des armes essentielles des deux acteurs principaux, la Chine et les États-Unis, en particulier la Chine, qui me semble-t-il, est en train de se préparer ardemment pour être moins dépendante de la technologie américaine. Et une fois qu'elle aura acquis cette indépendance, on a fort à parier, effectivement, qu'elle se servira de cette arme comme un moyen de pression considérable. Et il le sera à l'évidence. Donc on devrait selon vous, il y a un risque de passer un cap, un palier dans cette guerre technologique entre Américains et Chinois qui serait préjudiciable boursièrement et de manière non anticipée pour les valeurs de la tech américaine. Exactement. Il me semble que les marchés n'intègrent pas du tout ce type de risque et qu'à un moment donné, on peut le voir rejaillir et que ça pourrait remettre à plat considérablement les valorisations qui sont celles de ce secteur. Ouais. Et quels seraient les acteurs de la tech, pour le coup, qui seraient en première ligne potentiellement? Alors, je dirais en premier lieu, d'ailleurs on l'a vu, les acteurs de la communication,
Probablement, alors après, il y a la guerre internationale et puis y compris l'influence du populisme. Hein. On le voit bien, les attaques de Donald Trump à l'égard de Twitter, Facebook, qui montrent bien le risque d'interférence politique à un moment donné. De l'autre côté, effectivement, plus globalement, ce sont effectivement les outils de communication, je pense au Google et ces plateformes internationales qui sont probablement, me semble-t-il, les plus exposées à ce type de mesures de rétorsion. Bon, deuxième paramètre, selon vous, qui est mal anticipé, mal pricé par les marchés, c'est ce qui se passe dans les pays émergents. Alors, les pays émergents, c'est un peu flou, mais pour vous, il y a une détérioration, il faudra me dire si c'est plutôt l'Amérique latine ou l'Asie, une détérioration telle des économies, voilà, encore une fois, mal vu, mal pricé par les marchés. Et pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi c'est passé sous le radar? Et pourquoi est-ce que c'est plus grave que ce qu'on ne dit? Voilà, vous présentez bien les choses. Effectivement, on a l'impression que les pays émergents ne comptent plus. Personne n'en parle, et alors qu'ils sont pour la plupart dans une situation absolument extrême, sauf à l'exception effectivement des pays d'Asie du Sud-Est qui s'en tirent plutôt bien, qui ont été peu touchés par l'épidémie ou qui ont bien maîtrisé les choses et puis qui ont encore une dynamique commerciale, notamment portée par le secteur des ordinateurs, de la technologie, etc., qui les protège. En revanche, le reste du monde émergent est absolument dévasté, et particulièrement l'Amérique latine. D'abord sur le plan sanitaire et donc économique, parce que là aussi les mesures de confinement sont très importantes et malgré tout peinent à porter leurs fruits, qui ont des coûts financiers absolument monumentaux pour ces pays-là et qui sont considérablement déstabilisés. Alors si on se projette en se disant l'épidémie va passer, qu'est-ce qui se passe derrière? Indiscutablement, ce sont des pays qui n'ont pas les moyens de soutenir leur activité et la reprise comme on peut l'avoir aux États-Unis ou en Europe ou dans les pays développés. Ce sont des pays qui vont subir de plein fouet les effets de la crise mondiale sur la demande et les prix de matières premières, les tensions commerciales également, et probablement, on le voit d'ailleurs déjà, et c'était le cas l'année dernière, rappelez-vous, des tensions sociales et politiques croissantes. Donc tout ça devient finalement assez inquiétant. Avec une double peine, c'est vrai, vous avez raison, avec une double peine sur les matières premières aussi, parce que ces pays d'Amérique du Sud sont très dépendants du cours des matières premières. Exactement. Alors, en quoi c'est important? D'abord, c'est important pour la stabilité de ces pays, bien évidemment. Rappelons-nous également l'importance du monde émergent dans la dynamique de la croissance et leur influence pour après la crise de 2008. Hein. Finalement, on sait bien que cette reprise a été tirée par la Chine. Ce qui ne sera pas le cas aujourd'hui? Cette essor des émergents. Eh bien, on voit difficilement comment ça pourrait être le cas, effectivement. Du côté chinois, tout d'abord, mais également et surtout du côté des autres émergents qui me semblent dans une situation extrêmement problématique. Mais si les marchés estiment que c'est un risque secondaire, pourquoi vous en faites un risque plus important? Alors, les marchés estiment que c'est un risque secondaire, je ne sais pas. C'est pas ce que nous disent les marchés d'échange. Les devises ont quand même bien décroché. Et pour l'instant, et malgré tout, on avait des situations de réserve de change qui protégeaient les excès de tension. Aujourd'hui, ces réserves de change s'érodent, bien évidemment, et il va falloir penser les dégâts de la crise, et ça risque d'être beaucoup plus handicapant. Donc je pense qu'effectivement, on a un risque de change qui va se multiplier et probablement créer des tensions inattendues. Et c'est jamais très bon. C'est vrai que quand il y a déstabilisation des parités de change, souvent c'est le prélude à des crises plus graves. Avec une raréfaction probablement dans le sillage des flux de capitaux qui sont nécessaires pour la croissance de ces pays-là, et in fine, un coût global, y compris probablement non négligeable, qui me semble pas aujourd'hui être très présent dans ce que j'écoute et ce que j'entends. Bon, dernier point, Véronique, le dollar, dernier paramètre pour vous sur lequel les marchés ne sont pas très au clair. Mais ce n'est pas nouveau l'épée de Damoclès sur le dollar, possibilité que ça baisse et tout. Et en fait, à chaque crise, le dollar s'est renforcé, donc à chaque fois on se plante. Hein.
Oui, non, mais tout à fait. Et là, je dirais, c'est moins un point d'inconfort par rapport à ce que font les marchés qu'un potentiel changement qui pourrait émaner notamment des avancées européennes de ces dernières semaines et de ces tout derniers jours. Le dollar est traditionnellement préféré par les investisseurs. Hein. C'est l'idée que l'économie américaine s'en sortira toujours mieux que les autres, et en particulier mieux que l'Europe et le Japon. Or, c'est un postulat, effectivement, on l'a dit depuis plusieurs années. Bah, qui s'est toujours vérifié en même temps, ce postulat, hein, quand on réfléchit. Qui s'est toujours vérifié, oui, enfin un peu moins quand même dans les périodes compliquées, notamment de volatilité des marchés, et qui me semble fondamentalement totalement fragile. Hein. On est face à une situation financière de l'économie américaine qui est absolument désastreuse, hein, creusement des doubles déficits, hein, l'imprévisibilité de la politique de Donald Trump également, les tensions commerciales qui posent question quant au financement des déficits américains, hein, in fine. Et alors, tant qu'on a une Europe fragile, menacée d'éclatement à plus ou moins long terme, d'insécurité par rapport à cette pérennité par rapport à la pérennité de la zone euro, il n'y a pas vraiment de place pour effectivement un concurrent dollar. Mais c'est là où ça est peut-être en train de changer, ce paramètre sur le possible éclatement. Fragmentation Exactement. de l'euro. Pour vous, les avancées qui demandent confirmation, mais quand on écoute ce que nous dit la présidente de la Commission européenne, cette volonté franco-allemande, même s'il y a les 4 frugaux des pays du Nord qui freinent, pour vous, la solidarité financière qui semble se dessiner, même si elle est moindre qu'espérée, ça réduira ce risque qui pèse dans la tête des investisseurs sur ce possible éclatement de l'euro et donc une possible réappréciation de l'euro? Alors, soyons précis, je n'ai pas arrêté de dire que le plan de soutien était insuffisant. Hein, donc, je ne vais pas vous raconter que ça y est, on a fait ce qu'il fallait et que tout va bien et que les perspectives s'améliorent. Mais il y a quand même, dans ce qui a été annoncé, effectivement, des éléments absolument majeurs hein, qui rompent qui sont inédits. Hein. C'est cette idée d'une mutualisation des dettes et d'une levée d'impôts européens qui pourrait rendre indépendant le budget de l'Europe par rapport aux États. Et donc, on commence à mettre un petit orteil, un bout de doigt vers quelque chose qui ressemble à une Europe fédérale qui, de facto, réduit le risque systémique ou le risque existentiel. Ouais. Alors, bien sûr... Ça, c'est un game changer, il faut dire ce qui est. Et ça, c'est un game changer, notamment en matière de taux de change. L'euro, finalement, et on l'a vu par le passé, a toutes les bonnes raisons d'être une devise forte, en particulier les excédents courants, qui ne vont pas disparaître avec la crise, face au déficit astronomique américain. Et donc, le seul élément de fragilisation de l'euro, ça a toujours été, depuis 5 ans, depuis la crise souveraine, ces risques attenant à la survie à long terme de la monnaie unique. Si on arrive véritablement à éliminer ces risques, avec par ailleurs une banque centrale très active, hein, qui fait beaucoup de choses et qui n'a pas beaucoup à envier à ce que fait la Fed en termes de réduction des risques financiers, systémiques, etc., alors effectivement, c'est peut-être un game changer, comme vous dites, c'est peut-être un signal que l'euro pourrait s'apprécier. C'est plus un symbole qu'une véritable anticipation de forte hausse de l'euro. Mais je pense qu'on est peut-être en train d'éliminer cette partie de risque qui fragilisait la devise européenne. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Point de vue signé Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Elle voit ce que les marchés intègrent mal. On verra si vous avez raison dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Merci beaucoup. Au revoir, David. Merci.